Bien, on va recevoir notre dernier duo. Je vous demande d'accueillir Tilman Reicher et Tobias Santilla, s'il vous plaît. Alors, le temps qu'ils s'installent, je vais vous les présenter rapidement. Tilman Reicher, vous avez travaillé 20 ans comme compagnon ébéniste menuisier. Vous êtes diplômé ingénieur en architecture à l'université de Kassel en 1996 et obtenez l'année suivante un CEA architecture et ville méditerranéenne à l'ENSA de Marseille. Vous êtes actuellement chef de projet à l'agence de Rudy Ricciotti et enseignant dans le champ TPCAU à l'ENSA Marseille. Tobias Santilla, vous êtes architecte, diplômé de l'INSA Strasbourg en 2006 et vous exercez depuis en tant qu'indépendant. Vous avez une formation musicale au Conservatoire de Strasbourg d'abord, puis au Centre de musique baroque de Versailles. Vous êtes soliste et participez régulièrement à de grands ensembles, aussi bien pour le répertoire ancien que contemporain. Et à ce titre, vous participez régulièrement aux œuvres de l'artiste Olivier Beer, dont vous allez nous présenter le travail, précisément ses performances vocales qui mettent en résonance l'espace construit. Merci à tous les deux. Donc j'ai écrit un texte que je ne vais pas vous lire parce que je pense que c'est ennuyeux de lire les textes qu'on a écrits soi-même, en plus qu'on les a mal écrits. Donc je vais essayer de vous reciter le contenu de ce texte. Cette parabole du tunnel qu'on creuse de deux côtés en même temps, on essaie de se rejoindre après. Je trouve ça assez inspirant comme proposition de réflexion. Je dis d'ailleurs une découverte pour moi. Toute évidence, aujourd'hui, on est exposé à deux changements majeurs dans le monde qui nous entoure. C'est l'urgence environnementale, qui consiste tout simplement qu'on ne détruit pas nos ressources de survie. Et c'est un sujet qui est vieux, qui est connu, qui est traité depuis des années, au niveau philosophique, scientifique. Toutes les recettes sont connues, on sait ce qu'il faut faire. Je pensais même au début qu'au niveau de l'architecture, c'était carrément clair. On fait déjà depuis 30 ans l'architecture, construction écologique, tout ça, et donc il n'y a plus de questions. Donc l'autre sujet qui est beaucoup plus intéressant, c'est le changement du monde numérique, la réalité qui est doublée par son modèle en temps réel. Parce qu'on est en permanence en train de pouvoir faire un relevé de ce que nous sommes, ce qui est radicalement opposé à tout imaginaire de miroir ou de déplacement dans des sphères spirituelles lointaines qui sont fondateurs de notre façon de faire commune. Et donc là, je pensais que c'était grandement un champ inconnu dans l'évolution. Et à la relecture, réécriture de mon texte, je m'aperçois que c'est en fait l'inverse. C'est que nous savons exactement ce qu'on doit faire au niveau de la réduction de notre consommation de nous-mêmes, mais on ne le fait pas. Et on ne sait absolument pas ce que va faire cette révolution ou cette évolution numérique de nous, mais on le fait à fond. Donc, juste à imaginer, ça fait 10 ans qu'on a ces petits engins là avec le... Tout est dedans, hein. C'était avant, il y avait des gens qui ont construit des bibliothèques. Aujourd'hui, si on demande à l'étudiant de première année de concevoir une bibliothèque, il va vous mettre des étagères sous la pluie. Parce qu'il y a tellement de livres, c'est pas grave, il y a quelques-uns qui mouillent la prochaine fois, on va les remplacer, parce que de toute façon, tout est là-dedans. Donc, cette plasticité comportementale et intellectuelle dont nous faisons preuve à l'égard de cette monde numérique, pourra nous remplir d'un optimisme parce que ça nous montre que nous sommes capables d'agir et de nous modifier bizarrement à ce qu'on pense sur l'environnement, sur l'impact de décarbonisation, ou tout simplement sur notre grand projet européen qu'on doit se ressoudre à vivre comme un Indien moyen d'ici en 20 ans si on ne veut pas que le climat nous chauffe. Bon, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Bon, c'est les hypothèses lancées. En gros, je pense que tout le monde en Europe est aujourd'hui d'accord sur le fait qu'on n'arrivera pas de régler ça. Et face à une description absolument rationnelle d'une problématique avec tous les schémas d'action, etc., on a un comportement absolument irrationnel qui est là
manifestation de nous-mêmes dans l'espace numérique. Donc cette reconfiguration, elle est en cours. Elle pourra nous donner l'occasion de gérer vraiment pour une fois nos besoins réellement là où ils sont, mais ce n'est pas parti pour. Je pensais que j'ai tout dit ce que je voulais dire sur cette première partie. Quel impact sur notre petit monde du bâtiment? Ça a marché. Donc les objectifs environnementaux vont nous obliger d'augmenter l'efficacité de nos bâtiments. Très court, c'est énergie zéro, énergie positive, impact environnemental zéro ou même nettoyant, qui sait. Toutes les futures occasions de faire de l'architecture, ça va être inscrit dans ce contexte de l'efficience. L'architecture va être efficace, les villes vont être efficaces, sinon ils ne vont tout simplement pas être. Et l'informatique nous accompagne là-dedans et le fait déjà depuis longtemps. Essentiellement, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les chantiers, sur le monde du bâtiment, c'est que l'informatique joue un rôle dans la logistique, où je rejoins, c'était rassuré ce que vous me dites, c'est que dans cette organisation de chantier où main-d'œuvre, savoir-faire, etc., vont être organisés par les machines, la première chose qui disparaît, c'est le compagnon et la transmission du savoir de main à main, tête à tête. Cet exercice commun, cette communion de faire ensemble, elle est organisée par la machine et ainsi le temps chantier disparaît de plus en plus. Donc aussi cet espace de circulation d'informations est de plus en plus réduit et une entreprise, comme vous dites, vous avez deux apprentis par an, c'est bien grand pour vous, mais c'est pour le monde de la pierre, pour perturber, pour inscrire un projet artisanal de transmission du savoir-faire sur un parcours de 3 millions d'années qui nous lie aux nos ancêtres qui ont décoré les grottes. 2 apprentis par an, c'est pas grand-chose. Et c'est en fait la route vers l'oubli. Mais bon, on va le confier tout ça, tout ce savoir-faire, on va le donc confier aux machines, aux ordinateurs, aux disques durs, aux robots. Il y aura une rencontre entre rabots et robots. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Je ne sais pas comment on peut organiser ça. Si on peut l'organiser, donc le compagnon dans ce processus-là, le compagnon il devient opérateur de machine. Le maître devient investisseur, gestionnaire d'une entreprise. Comment organiser le savoir-faire artisanal et intellectuel pour qu'il puisse continuer à traverser ces siècles? J'en sais rien. Qu'il puisse survivre à la prochaine panne d'électricité ou le grand effacement des disques durs. Mais peut-être c'est aussi le moment d'en se débarrasser, parce que les pyramides nous le disent bien. On n'a pas besoin de savoir à quoi ils servent, ni comment ils ont été faits. Ils sont faits, ils sont là, ils nous inspirent, vous l'avez dit aussi. Peut-être l'oubli fait partie du progrès ou de l'avancement. Peut-être il faut faire une coupure maintenant, j'en sais rien. L'architecture efficace, est-ce qu'elle devrait permettre de cultiver la connaissance de matériaux et leur fascinage dans un environnement efficacement robotisé? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. C'est la question auxquelles sont exposés les artisans, tous les concepteurs de bâtiments. Et la conférence d'hier soir nous a parlé de cette ultime forme de la beauté qui est l'architecture. Et donc tout ce qui nous reste à faire, ou ce que maintenant reste à faire, c'est de faire du beau. Et espérons que le beau mobilise le robot afin qu'il cherche l'aide du robot, que ces deux se parlent, et qu'à la fin, ce savoir-faire, ces personnes qui travaillent, qui réalisent des ouvrages, continuent à vivre leur trajectoire artisanale,
technisé. C'est bien confortable qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de porter des sacs de ciment, de 30 kg sur le dos, qu'il y a un robot qui fait ça, c'est super. Je ne sais pas si avec un niveau de vie d'Indien moyen, on pourra continuer à se payer ce luxe-là, mais peut-être. Comme toute bonne conférence, ou essai d'une conférence d'être illustré, je me suis dit, je vais montrer d'abord le bâtiment que j'ai trouvé, qui est le plus ancien, que je connais, c'est pas le plus ancien qui existe, mais le plus ancien du temps moderne, qui illustre ses propos. C'est la grotte de Vénus, construite pour Louis II de Bavière. Il avait soudain envie de se construire le lieu de refuge de Tannhäuser, Richard Wagner, dans son jardin. Il y avait donc son architecte Heinrich Böllmann qui s'est mis à l'œuvre de construire un projet donc qui réunit toutes les techniques modernes de la construction, y compris la commande, qui est une commande irrationnelle. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le coût, c'est ce que j'ai oublié de dire. En fait, si la rationalité de notre problématique environnementale nous pousse à ne rien faire, ou à faire des choses dont c'est pertinemment que ça ne suffit pas, l'irrationalité de la tentation ou de l'évolution numérique nous pousse à tout faire ce qu'elle nous propose. Donc peut-être il faut renforcer la partie irrationnelle. Faire des choses qui ne font pas de sens, mais qui font plaisir, et que ça ainsi, on arrivera peut-être de renforcer ou de continuer cette histoire. Et surtout, peut-être on gardera ainsi la main sur la machine, si on a envie de le faire. Donc voilà, donc c'est le point de départ, c'est cette grotte qui utilise toutes les techniques de construction moderne, le béton projeté, les colonnes en acier, l'architecture entourée, la toiture végétalisée. Ici, à l'occasion de la construction de ce chantier, a été construite une des premières centrales électriques du monde entier. Siemens a dû construire une centrale à vapeur pour fabriquer l'électricité, pour générer ces différentes ambiances lumineuses. Il y a BASF qui était à l'époque une toute petite entreprise qui a su placer son produit phare, l'indigo, qui l'a fait grandir aujourd'hui. L'indigo, là, pour teindre, pour faire la teinture de la grotte derrière pour qu'elle ressemble à la grotte bleue de Capri. Et donc toute cette envie de construit a fait quand même aujourd'hui deux géants de l'économie contemporaine, donc Siemens et BASF. Mais surtout, ça fabriquait un immense plaisir à celui qui a commandé cet ouvrage et à ceux qui l'ont construit. Voilà. On va terminer ici. C'est 1870. Voilà, c'est du béton avant le béton. C'est pas encore du béton, mais c'est du mortier projeté. Aujourd'hui, c'est un fantastique chantier de rénovation pour les architectes MH, parce que là, ils doivent se rappeler de ce qu'on a fait en technologie de pointe à la fin du 19e siècle. Voilà. Bon, vous l'avez dit, je travaille depuis 20 ans pour Rudy Ricciotti avec lui. J'ai eu le plaisir de pouvoir m'occuper de quelques chantiers. Je me suis dit, je vous ai amené aujourd'hui juste pour fabriquer un peu d'espoir, là-dedans quelques images de la façon comment on fait ce chantier-là, et vous allez trouver, en fait, de façon, je ne savais pas qu'on était en train de faire ça, mais en réalité, on fait ça. On travaille avec des choses absurdes, on essaie de pousser la conception au travers des envies irrationnelles pour donner ensuite des formes rationnelles qu'il réalise. Et cette réalisation passe toujours par la connaissance d'artisanat, de l'artisan, et par son implication, son application. Donc là, c'est le pavillon noir à Aix-en-Provence en chantier. Vous voyez les travaux de coffrage. C'est juste la scie, la planche, le bois, le béton. L'économie de ce projet, voilà, coffrage triangulaire en pointe, pas coupé, c'est droit, les angles saillants. Tout est coulé en place. Au début, il y avait une réflexion sur la question de la préfabrication, de l'industrialisation de ce processus-là. Et c'était pour chiffrer, les ingénieurs de chiffrage, ils ont chiffré un bâtiment préfabriqué. Mais le chef de chantier regardait ça et ils ont coulé sur place. Parce que c'était en fait l'impossibilité de chiffrer quelque chose comme ça en coulé sur place. L'économie à la fin faisait que le vide payait le plein. Donc le temps où la matière économisée, le CO2, à l'époque pas encore comptabilisé, payer le bois de coffrage. Voilà, c'est un processus archaïque. À l'époque, c'est 99.
Ce bâtiment, je pense, c'est un des derniers qu'on a dessiné complètement à la main. Et c'était, voilà, ça c'est le chef de chantier, José d'Oliveira. C'est lui qui a dit il faut le couler en béton. C'est lui qui a dit le coffrage, il faut faire comme ça. C'est lui qui a assuré que le coffrage sans poser dans une ligne droite, parce que le moindre déviation de la descente de charge fait que le système s'écroule. Voilà. Et ça, c'est quand c'est fini, tout content. Devant une porte, qui comme le stick, vous avez entendu cette anecdote, c'est le premier coffrage qui a pété, et qui a explosé, qui a déformé le béton, et ensuite on a fabriqué une porte dans la même technique avec laquelle la grotte de Tannhäuser a été construite. On a regardé tout le béton projeté pour reprendre de façon sculpturale la forme du béton claqué. Et l'apparente, c'était le 24 décembre 2003. Voilà. Ce chantier ça c'est juste un petit rappel. Ce deuxième chantier, c'est dont je vais vous montrer des images, c'est le chantier du Fort Saint-Jean et de son extension par le bâtiment du J4 pour le MUSEM. Donc ça, c'était l'usage intermédiaire de l'accès provisoire au Fort Saint-Jean. C'est l'architecture comme porteur de récit. C'est pouvoir raconter des choses, même si on n'arrive pas à les nommer, mais d'installer la confiance dans l'expressionnisme sans d'aller trop loin. Là, c'est des photos de chantier. Voilà, tout ça, vous le connaissez bien. Si vous connaissez moins bien, ce sont des études de conception pour expliquer à l'entreprise ce qu'elle doit faire, pour un prix qu'on peut se payer. C'est la modélisation de la structure. Ensuite, le dessin de la structure, l'établissement des typologies 3D, des nomenclatures, des familles, de donner un objet numérique qui permet à l'entreprise de faire un prix dessus, bien qu'à ce moment-là, ni elle sait comment le faire, ni elle sait combien ça va coûter, mais elle doit faire un prix pour avoir la commande. Donc on doit faire un modèle numérique qui nous sert uniquement pour établir ce prix-là et rassurer tout le monde, et nous-mêmes aussi. Voilà, des détails. Donc tout ça, c'est dessiné avec une pensée 2D. Avant de pouvoir faire ce qu'on veut faire, comme on travaille avec un matériau novateur qui est le BFUP, qui a des propriétés techniques un peu pas encore rentrées dans le champ d'application des normes à ce moment-là. Il fallait faire des prototypes pour le tester, pour écraser, pour regarder. Il fallait faire 3 types, parce qu'il y avait 3 fabricants de béton, donc il faut tester les 3 bétons pour être sûr que la concurrence à l'appel d'offres est garantie. Voilà. C'est à peu près la même étape qu'on a vue avant sur la simulation 3D. À l'atelier du coffrage, c'est le moule qui coffre les poteaux. Ça, c'est du l'entonnoir, c'est une forme archaïque qui nous permet de faire cheminer le béton dans les coffrages verticaux. C'est un coffrage horizontal. Ça, c'est un coffrage avec des câbles tendus pour les poutres précontraintes. Vous savez, quand vous voyez tout ça, c'est avant qu'on a ça, il y a 200 personnes qui ont travaillé là-dessus. Et l'architecte, c'est juste celui qui a fait au début ce dessin en 3D pour rassurer tout le monde. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on sache comment faire un moule comme ça. On n'a aucune idée de ça. Peut-être des gens comme vous arrivent à raconter ça un jour en disque dur, après ils n'ont plus besoin, on va à la plage, mais jusque-là, c'est encore du temps. Voilà. Les robots sont là, ils sont tous là, ils nous aident, on est contents. 17 tonnes, on ne peut pas les porter à la main. Ça va, j'arrive, c'est parfait. Voilà, les coffrages, là, les coffrages réellement faits, c'est le menuisier qui les a faits, c'est pas l'outil 3D qui les a fraisés. C'était fabriqué à la main. Voilà. La précision, au millimètre, demi-millimètre près, c'est incroyable. Voilà. Donc vous avez vu ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire. Je pense pour la conclusion, c'est ça. La question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'élargir à la fin le tunnel ou est-ce qu'on peut aller droit au but? Parce qu'aujourd'hui, en principe, c'est Internet qui nous permet
Et cette technologie qui, quand même, aussi, qui est le fruit de ce processus qui dure depuis 3 millions d'années, qui est la transmission du savoir-faire d'un artisan à l'autre. Est-ce qu'on a besoin de prendre encore cette marge de sécurité pour être sûr qu'on se rencontre à la fin? Ou est-ce qu'on peut pas tout simplement dire tout droit? Et maintenant, comment? J'en sais rien. Merci. Merci Tillman. Eh ben, je vais commencer donc dès maintenant, juste avant que ça se reconnecte. En même temps, ma première diapositive, c'est juste marqué espace sonore, musique et architecture. Je vais repartir en réalité donc du texte et de la petite lecture qui a été faite en tout début de matinée sur musique et architecture. Pourquoi Paul Valéry en parle comme deux arts qui sont connectés. En quoi le fait qu'il considère que ces deux formes artistiques sont Nickel. Donc voilà, comment le fait qu'il l'exprime de telle manière et par l'expression qui dit c'est un art qui nous entoure, qui est une expérience de vie, en tout cas aussi bien pour la musique et l'architecture, comment ça peut se traduire et comment cette relation se fait. Mais en fait, pendant mes recherches, j'ai travaillé sur les méthodes de composition. Composition aussi bien de composer de la musique que de composer de l'architecture. Très vite, ce qui apparaît, c'est qu'on a les mêmes outils, exactement les mêmes outils de combinaison, et surtout dès qu'on parle de musique contemporaine. Les outils de composition, en fait, ils sont simples. C'est les outils de contraste, de symétrie, de boucles musicales qui sont à mettre en rapport avec les parcours en architecture, la répétition qui est en rapport avec la perspective, tous les systèmes de proportion, les systèmes d'ornement qu'on peut avoir dans l'architecture classique et dans la musique, aussi bien baroque que classique. Donc voilà, là je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin. Je vais commencer par trois exemples de collaboration donc, entre musiciens et architectes. On va commencer par Richard Wagner et Otto Brückwald. C'est le palais du festival de Bayreuth, 1876. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que en réalité, donc voilà le bâtiment. Ça ressemble absolument pas à un opéra. Pour l'époque, ça ressemble à une gare, à une usine. En tout cas, ça ne ressemble pas du tout à un opéra. Et ça a été assez marquant dans cette réalisation. Ce qui a été très marquant aussi, c'est l'implication donc, de Richard Wagner dans le projet. Et voilà, pour la petite histoire, Brückwald, c'est le troisième architecte avec qui Wagner décide de travailler, puisque en gros, ce palais de festival, il est dédié à Wagner. C'est un bâtiment qui lui sera consacré. Et donc Wagner travaille sur la théâtralisation de ce bâtiment, il travaille sur des acoustiques particulières aussi bien au niveau de l'entrée qu'au niveau de la salle de spectacle. Et ça, c'est vraiment un travail de musicien qui accompagne l'architecte, mais pas du tout un travail d'architecte. Il y a une des caractéristiques de ce bâtiment et qui en fait toute la complexité, c'est le fait que l'orchestre est invisible. Ça, c'est quelque chose que Wagner voulait absolument, puisque du coup, combiné à une architecture donc circulaire et à des matériaux qui sont assez résonnants, puisqu'on a un temps de réverbération d'1 seconde 6, ce qui est très important pour une salle de spectacle. Normalement, la réverbération, on s'en protège. D'ailleurs, si tout ce panneau-là, il est fait en matériaux absorbants, c'est parce qu'en fait, on s'en protège. Voilà, très particulier donc dans cette salle-là, et ça encore une fois, c'est une volonté de musicien. Donc, dans cette salle-là, au final, comme on ne voit pas l'orchestre et comme la réverbération est assez importante, on finit par ne plus savoir d'où vient le son. Et ce qui fait que le public est complètement entouré de musique, à la fois, et entouré d'architecture. Et donc ça relie vraiment architecture et musique, exactement comme Paul Valéry en parle dans le livre. Voilà, quelques coupes. J'allais un petit peu vite sur ces explications-là. Un autre exemple ultra connu, architecture et musique, Yannis Xenakis,
Donc, ingénieur, compositeur, architecte, mathématicien, grec. Voilà, qui travaille sur le pavillon Philips, donc Expo universelle de 58. Et donc c'est Le Corbusier qui est en charge de ce projet-là et qui le confie à Xenakis, avec qui il travaille actuellement. Xenakis est déjà musicien et déjà compositeur et a composé Métastasis. Métastasis, c'est l'une des premières œuvres premières œuvres musicales qui a été développée à partir de principes mathématiques sur les hyperboles, les paraboles et donc les hyperboloïdes, paraboloïdes. Ça paraît abstrait, je vous ferai écouter un extrait. Et voilà, de ces hyperboles, de ces paraboles, il en a déduit de la musique et donc de ces hyperboles et de ces paraboles, il en a déduit de la musique et il est capable d'en déduire de l'architecture. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant sur le fait qu'avec un même concept, on est capable de l'exprimer de deux manières différentes et totalement opposées. Voilà, donc le pavillon de Philips, je vous passe quelques diapos, mais ça, c'est quelque chose d'assez connu. Voilà, forcément en musique contemporaine, on travaille non plus que sur des portées et des notes, des doubles croches, etc. On travaille aussi énormément sur des schémas. Et des schémas, donc des schémas ici, un schéma mathématique. Succession pour Métastasis d'ordre, de complexité, de désordre et d'ordre à nouveau. Parce que voilà, ce que j'aime dans cette œuvre, c'est que moi je le vois vraiment en relation avec l'opposition entre intérieur, extérieur, l'ordre, le désordre, surtout dans la présentation de l'expo de 58, puisque à l'intérieur du pavillon, il y avait des projections, il y avait des Varèse, donc le poème électronique. Je passe très rapidement, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, je vous fais écouter quand même, puisque vous avez vu les images, et maintenant on peut entendre le son. Voilà, donc première phase d'ordre. Donc voilà, en tout cas avec le schéma, ça aide vraiment à voir les relations entre les hyperboles et les sons qui sont obtenus. Donc des grands glissandi, donc le fait que la note soit pas la note est continue. Elle est continue, elle glisse d'une note à note et pas juste des pas les uns après les autres. Voilà, je vais passer sur la deuxième phase d'ordre, qui en fait est la même chose, très symétrique dans sa composition. Voilà, je pense qu'on n'a pas forcément le temps, donc je passe. Il reste 15 minutes. Voilà. J'ai parlé aussi d'une collaboration entre Luigi Nono et Renzo Piano. Donc Luigi Nono, toujours donc compositeur italien. 1984, il fait l'opéra le plus abouti, Prométhée, qui est donc selon lui de l'art total. Et il va travailler avec Renzo Piano pour la structure de son opéra. Ici, voilà.
Donc cette structure, c'est une immense structure en bois, une espèce de cage en bois, dans lequel sera contenu le public, dans lequel sera contenu le spectateur. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ça sert à la fois de lieu de représentation, donc pour le spectacle et pour les musiciens. Ça sert de décor et ça sert d'instrument de musique, puisque en fait, c'est ce dispositif-là. Donc voilà, Nono, c'est aussi quelqu'un qui travaille énormément avec l'électroacoustique, et donc voilà, ce dispositif va générer des sons qui sont intégrés dans la composition. Voilà, ça c'est des partitions pour le coup et des schémas, des gribouillis. Comme nous on fait des croquis, les musiciens finalement repèrent leur structure harmonique dans des partitions. Je trouve que ces documents de travail sont très intéressants pour comprendre la musique contemporaine. On change complètement de sujet puisque du coup là c'est vrai que voilà, c'était un petit rappel historique. Je vais parler de John Cage. Et pourquoi je vous parle de John Cage? C'est parce que en fait donc c'est une œuvre musicale qu'il m'a été donné de comprendre via l'architecture. Je pense pas que je l'aurais comprise aussi bien si j'avais pas eu une formation d'architecte. John Cage, 4 minutes 33, une œuvre de 1952. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous la joue pas maintenant parce que ça dure exactement 4 minutes 33. Je suis capable de la jouer parce que c'est 4 minutes 33 de silence. John Cage nous interroge sur le fait que, voilà, en 52, de plus en plus, on est entouré de musique. On est entouré de musique artificielle, on est entouré de bruit. Et il pose l'interrogation de savoir où est la limite entre le bruit et la musique. Le son qui est produit de manière harmonieuse, le son qui n'est pas produit de manière harmonieuse. Voilà. Comment ça, on arrive à l'intégrer dans la musique? Et en fait, lui, sa réponse, elle est complètement radicale. C'est-à-dire que 4 minutes 33 de silence. Et si on fait 4 minutes 33 de silence, là, et ben en fait, le silence, on l'aura pas. On l'aura pas parce qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un d'entre vous qui va tousser, on entend la ventilation, on entend, voilà, on a des bruits. On a des bruits et ça, ça, John Cage considère que c'est de la musique, puisque la musique, elle est inhérente à ce que nous sommes. Je rebondis sur Paul Valéry qui dit que voilà, la musique, c'est le fait que l'homme soit enfermé dans la production de l'homme. Et celle-là, je l'ai comprise d'œuvre parce que je me suis imaginé, là, nous tous, dans une salle complètement vide, mais dans le vide complet, c'est-à-dire qu'on n'a plus de mur, on n'a plus de plafond, on n'a plus rien du tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Et ben en fait, il reste le vide entre vous et moi, il reste le vide entre vous. Et moi, ma question est de savoir, est-ce que ce vide-là, qui peut varier, puisqu'on va bouger dans ce vide-là, qui peut varier, est-ce que ça, ce serait pas déjà de l'architecture? Au même titre que John Cage considère que le silence est de la musique. Ça, c'est le dispositif que John Cage met en place. Il l'a séparé en trois mouvements. 3 mouvements de silence. Je passe un petit peu rapidement. Hop. Autre digression. Donc là, clairement, on va se demander, c'est vraiment pour aborder le travail d'Oliver Beer juste après. On va se poser la question de notre rapport entre la perception de l'espace qu'on a visuellement et la perception de l'espace qu'on a d'un point de vue auditif. Là, 2 extrêmes. Ancient Old Tank, c'est en Écosse, construit en 1938, achevé en 1941. Donc c'est un grand tank de fuel. Donc voilà, énormissime, 10 mètres de large, 30 mètres de long. Fait en acier, et on s'est rendu compte que c'est l'endroit au monde où on a le plus grand temps de résonance, puisque donc voilà, cette architecture-là, qui n'en est pas, puisque finalement c'est un contenant, c'est juste un très très grand bidon, cette architecture-là finalement devient ultra intéressante pour ses caractéristiques acoustiques. 112 secondes, c'est presque 2 minutes, c'est énormissime, à une fréquence de 175 Hz. Donc là, pour le coup, c'est un son très très bas. Mais c'est-à-dire qu'à basse fréquence, un son qui est émis, on va l'entendre pendant 2 minutes, presque 2 minutes. Là, j'ai un enregistrement d'un claquement que vous allez entendre. Alors normalement, ça fait pas ça.
cet espace-là. Comment, vous voyez la photo, finalement la photo représentation 2D, bon, en plus elle est de piètre qualité, mais du coup, comment ça finalement nous renseigne pas beaucoup mieux sur le volume que ça peut représenter. Et là, au final, hein, grâce à des enceintes, eh ben, on a une représentation sonore de l'espace. Un peu plus musical, mais intéressant quand même, ça c'est un saxophoniste qui va jouer à l'intérieur à l'intérieur du tank, et le son va se répéter et se multiplier par lui-même. À l'extrême opposé, voilà, caractéristique technique ultra importante, la chambre anéchoïque. Alors je remercie le laboratoire de mécanique et d'acoustique de m'avoir ouvert les portes de la chambre anéchoïque de Marseille. Voilà, une autre expérience complètement différente. Là en fait, donc, cette chambre anéchoïque, hein, elle est travaillée de telle manière que on n'a absolument pas d'écho. Du coup qui nous revient. Et là, on perd complètement les repères qu'on a sur le retour qu'on a de l'espace. Et là, notre perception de l'espace, elle est complètement différente. Pour vous raconter mon expérience personnelle, c'est assez désagréable. On est complètement perdu, on a les oreilles qui sont complètement bouchées, parce qu'en fait, là on parle de pression acoustique, et c'est là qu'on se rend compte que pression acoustique, ça veut réellement dire quelque chose, puisque les oreilles totalement bouchées. La personne qui m'a accueilli donc, me raconte que quand elle passe plus de 2 heures à l'intérieur, elle est exténuée. Ça fait 20 ans qu'elle travaille dans ces conditions-là, et elle ne s'y fait pas. Ouais, pardon. Il se dit que quand on reste... Alors moi, j'ai pas fait cette expérience-là, parce que un peu compliqué, mais quand on reste plus d'une demi-heure, on commence à entendre nos sons corporels. Donc notre respiration, l'air qui passe à l'intérieur de notre nez, le cœur qui bat, les gargouillis du ventre. Et ça, c'est une sensation qui est très particulière. On est comme enfermé sur nous-mêmes. Et malgré le volume physique qu'on a, le volume ressenti est totalement différent. Ça m'amène à la pratique artistique d'Oliver Beer. Allez, je vous le passe rapidement. Oliver Beer, il travaille sur The Resonance Project, c'est-à-dire que tous les espaces ont des fréquences de résonance qui leur sont propres. C'est les eigenfrequencies, fréquences propres, qu'on peut déterminer d'ailleurs. Et Oliver demande à des chanteurs de pouvoir émettre exactement les bonnes fréquences. Et du coup, ces résonances-là, eh bien, elles vont être amplifiées par l'espace et on va finalement, à force d'amplification, on ne va plus entendre que le son qui résulte de la résonance et plus du tout l'émission du son. Ça, c'est exactement comme écrit Richard Wagner, c'est-à-dire que voilà, le son vient de partout. Et donc cette performance-là, elle vient d'un résultant de phénomène physique qu'on pourra expérimenter tout à l'heure. Ce qui marche très très bien, c'est dans la cage d'escalier qui est juste à côté. Je passe Impossible Composition puisque j'ai pas le temps. Tuning an Architectural Space, c'est exactement ça. Donc la performance demande à des chanteurs de se mettre dans le coin. Pourquoi dans le coin? C'est parce que c'est là qu'on a les résonances les plus efficaces. En fait, moi, je suis performeur pour Oliver Beer en France. Ça, c'était à la Biennale de Lyon, 2013. Voilà le procédé qui est mis en place. Si je vous raconte un peu le procédé quand même, donc le chanteur va, avec un gong glissando, faire donc un bruit, enfin un son, le plus petit possible, le plus détimbré possible, jusqu'à trouver la bonne fréquence. Architecture... Ouais, ok, merci.
Donc, et ce son-là, comme il est émis et comme il est résonné, et ben du coup, il va rentrer aussi en résonance avec notre corps. Et pourquoi il rentre en résonance avec le corps du public? C'est parce que c'est une voix humaine qui le produit. Et ça, c'est très très intéressant. Donc, architecture pour Tristan, j'en parle parce que toujours le pendant avec Richard Wagner de tout à l'heure. Richard Wagner, vous me passerez la date de l'accord de Tristan. L'accord de Tristan, c'est un accord super important dans l'histoire de la musique. C'est la première fois qu'il avait été rencontré sous cette forme-là. On pourrait croire qu'un accord de 4 notes, eh ben, on les avait déjà tous faits. Eh ben, en fait, celui-là, il a été rencontré sous cette forme-là la première fois. Ultra important dans l'histoire de la musique. Et Oliver en fait référence avec... Je vais quand même écouter l'accord de Tristan. Et là, Oliver, grâce à cette formule-là, qui n'est pas très très compliquée, grâce à cette formule-là, il inverse complètement le dispositif. C'est-à-dire qu'il part du fait, enfin, il est parti du fait que chaque volume a une fréquence de résonance. Et bien, du coup, avec une fréquence de résonance, une note, on peut créer un volume. Et donc ça, toujours en 2015, il va créer une architecture spécifique pour que l'accord de Tristan résonne à l'intérieur. C'est de parois de béton puisque voilà, le béton a des propriétés acoustiques qui mettent particulièrement bien en valeur son travail et qui font résonner les bonnes fréquences. Le verre, ça aurait été d'autres fréquences beaucoup trop hautes. Un matériau plus absorbant fait résonner quand même, mais des fréquences beaucoup trop basses. Donc du coup, les fréquences, elles ne sont pas accessibles à la voix humaine. Ça, c'est des photos de l'intérieur. Donc c'est une performance qui s'est déroulée pendant un mois. J'ai fait les phases de test. Et les phases de... Voilà, pour la petite histoire, on a dû refaire le revêtement à l'intérieur. Au début, ils avaient fait un tas de lacs très très lisses, et en fait, c'était beaucoup trop brillant comme acoustique. Donc, le Resonance Project, c'est jusqu'à... Voilà, celle-là, je ne pouvais pas ne pas vous la mettre, le tunnel de Palinos. Il a fait résonner donc, ce tunnel-là. Voilà, ça c'est 2012, c'est les égouts de Brighton. Et ce que je trouve super intéressant, vous le verrez aussi dans la dernière vidéo, c'est que ça permet de magnifier des espaces qui, a priori, pas particulièrement esthétiques. Cage d'escalier à MoMA, New York. La Fondation Vuitton, voilà, aussi je fais partie de la performance et des phases de test. On revient sur Renault Piano, on est toujours dans le tunnel. Et ça, c'est une performance donc, à la galerie Thalys Repac. Thalys, c'est le galeriste d'Oliver. Vous avez entendu juste à la fin, c'est une deuxième phase de recherche d'une autre fréquence. Donc vous entendez les notes qui glissent comme ça, c'est juste que le chanteur, du coup, après avoir récupéré la fréquence, exprimé sa voix de chanteur et après être redescendu sur la fréquence, du coup, recherche une autre fréquence. Et tout ça, c'est glissandi. Pay and display, un petit peu... partie de la Londres. Voilà, je voulais vous faire écouter ces deux vidéos-là parce que, en fonction de l'espace, le résultat est complètement différent. Dans la première, la galerie,
beaucoup de marbre, beaucoup de peinture, du coup des fréquences assez aiguës. Là on a beaucoup de béton et on a beaucoup de vide. Et les fréquences de résonance sont vraiment beaucoup plus graves. Du coup c'est pas exactement les mêmes chanteurs. Première phase de recherche, puis phase d'expansion. Voilà, je rappelle que les sons qu'on entend au début, c'est vraiment uniquement la résonance des voix. Il n'y a pas du tout d'enceinte ou quoi que ce soit. Je me souviens, petite anecdote du coup, à la performance à la Biennale, une personne qui est très intéressée par la performance et qui cherche. Elle cherche et elle en vient à me bousculer parce qu'en fait, elle voit que je suis dans le coin de la pièce et elle se dit, ah ben, l'enceinte, elle est derrière. Elle est juste derrière. Elle me bouscule. Et au moment où elle me bouscule, du coup, j'arrête de chanter. Et là, elle a compris que c'était moi qui faisais le son et que c'était la résonance. Et elle s'en va parce que voilà, gênée d'avoir bousculé le performeur. Mais ce que je regrette énormément, c'est que j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'elle cherchait, quelle était la sensation qu'elle a vraiment eue. Et voilà pour le travail d'Oliver. Est-ce que c'est ta conclusion? Oui. Merci. Quand j'ai lu les deux textes de vos présentations dans le livret, je me disais, entre Tillman qui veut brûler les outils et toi qui présentais cette épreuve architecturale par la vibration et la fréquence, j'ai pensé aux pièces d'architecture dédicacées à un architecte fantôme qu'a écrit Yoko Ono dans les années 60. Ces textes sont des haïkus qui sont à la fois des œuvres en soi, mais aussi des idées pour des réalisations futures. Et il y en avait notamment une que je voulais vous soumettre, et peut-être c'est un prétexte à engager le dialogue. L'architecture fantôme numéro 4 que Yoko Ono écrit s'énonce ainsi: construire une maison sur la colline qui hurle quand souffle le vent. Faire différentes fenêtres pour différents hurlements et pour différentes expériences d'air dans les pièces. J'ai pas de questions. C'est un instrument, hein? Oui. C'est la construction d'un instrument qui est accessoirement habitable. Non, c'est ça, c'est la... Oui, elle, ça fait c'est une la... œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art, mais c'est une maison, c'est un instrument habitable. C'était une manière de réagir à cette épreuve vibratoire de l'espace.
Et moi, ce qui me plaît énormément dans cette citation, c'est qu'au final, c'est vrai qu'on a parlé de maquette, on a parlé de matérialité. Là, c'est l'épreuve de l'architecture via d'autres sens. Tout le long de ma réflexion donc, sur musique et architecture, je me suis dit, mais si j'étais plus compétent en danse ou en expression corporelle, j'arriverais à trouver aussi des rapports. Et le fait que le son soit relativement peu associé à l'architecture, c'est pas une erreur, c'est juste quelque chose à explorer beaucoup plus. Et pas juste en termes d'acoustique ou juste en termes de technicité, mais aussi en termes de ressenti. Et c'est pour ça que la citation, elle est vraiment intéressante. Ouais. Je réfléchis un peu. Je pense que l'architecture et son et musique, ils n'ont rien à faire l'un à l'autre. C'est très simple. Il y a la musique, l'architecture. De temps en temps, il y a des salles de concert, des instruments, des espaces dans lesquels ça interagit. Il y a toujours cette construction de couple pour communiquer, pour pouvoir en parler. Et là, c'est intéressant, ça déclenche la pensée, musique et architecture. Et si on pensait qu'ils avaient quelque chose à se partager, l'exemple de Richard Wagner est très, très bon exemple, qu'ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on parle tout le temps de Richard Wagner aujourd'hui, mais c'est le cas. Dommage, on devrait parler. Il y en a d'autres. Et je pense que la musique, c'est quelque chose qui se produit de façon intuitive, construit, qui est aussi des actes culturels ancestrales, qui ont le même chemin depuis les grottes jusqu'à nos jours. L'architecture, c'est quelque chose de construit, sensible, avec des références culturelles ancestrales. Et voilà, et c'est pour ça le béton, on le met dans une moule, on le fait chauffer, on le fait refroidir, c'est comme une pâtisserie, mais on ne le mange pas. Voilà. Donc, ce sont deux choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Et je pense que cette combinaison de couple, après, on peut faire aussi, c'est la meilleure combinaison, là, c'est à Marseille, c'est la juriscap, c'est le droit de la plaisance. Là, tu as tout dedans. Tu as fabriqué un couple entre deux choses qui sont tout à fait un avec l'autre voisin, mais bien sûr, l'architecture pour le son doit sonner. Et bien sûr, on peut sonner dans un bâtiment comme, etc. Mais tout bâtiment, tout espace construit a une dimension sonore. Mais je n'irai jamais au point, comme Daniel Libeskind l'a fait, de fabriquer un bâtiment en référence à un musicien. Je trouve ça personnellement assez pathétique, même si l'expérience est tentante. Et d'ailleurs, Corbusier le fait avec Xenakis, parce que Corbusier dit, voilà, comme ça on a les armes partagées. Non, mais Corbusier, le fait que Corbusier donne toute la parentalité et la gestion et le développement du pavillon de Bruxelles à Yanis Xenakis est un signe de dire que là, fais-moi un instrument. Alors, j'ai pas parlé de Corbusier, je suis pas sûr qu'il lui donne toute la paternalité. Hein. Ouais. Non, je disais, j'ai pas beaucoup parlé de Corbusier dans mon tout petit exemple. Je suis pas sûr qu'il le donne toute la paternalité à Xenakis. Xenakis la prend au moins. En même temps, on peut pas réfuter que c'est l'œuvre de Xenakis. Hein, voilà. C'est difficile. Voilà, mais pas lui. Donc il savait de quoi il s'agit. Il était averti. Non, mais moi qui ai failli faire une thèse sur les similarités entre musique et architecture, pour finalement conclure que, pour moi, à mes yeux, en tout cas, c'est à peu près la même chose. C'est assez intéressant d'entendre et de partager le micro avec quelqu'un qui m'a dit que c'était exactement l'opposé et que ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Ce sont deux arts qui s'exercent de façon indépendante, comme le yoga et le tir à l'arc. Ouais. Alors personnellement, je considère que tout est art. On pourrait aller beaucoup plus loin. De nouveau chez Wagner et chez Beuys et chez les totalitaristes. Et là, effectivement, ça commence à devenir intéressant quand on pense création, quand on pense Internet, quand on pense diffusion, contrôle et soumission. Pardon, est-ce qu'il y a des questions? Puisque moi, je me garderai bien de répondre.
C'est exactement ce que je dis. Ils ont construit un instrument. C'est le programme, faire un instrument qui sonne parfait. C'est comme tu fabriques une fusée pour aller à l'espace. Mais par contre, tu ne vas pas prendre une maison individuelle et lui mettre 2 mèches et dire maintenant j'ai une fusée. Non, mais c'est ça. Je ne nie pas qu'il y a un lien entre les deux, mais je suis absolument contre la théâtralisation et le faux jumelage de deux exercices pratiques de l'art qui chacun vaut l'ensemble. Au moins pour la musique, l'architecture, j'en sais rien, à mon avis, ça ne vaut pas grand-chose, mais la musique est un art à part, complet. Et je pense que le lien avec l'architecture, il est tricoté. Comme la lumière. C'est ça. La lumière, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose d'à part. Non, mais ça fait partie. La lumière, c'est corpuscule, c'est une onde, mais c'est rien à voir. La musique, hein, c'est une onde. Non, mais la séparation dont il parle entre l'architecture et la lumière, l'architecture et la musique, le Toronnet réunit les trois. Oui, très bien. La différence, c'est que dans la période que vous avez abordée, c'était ma question. Pardon, oui. Vous avez volontairement abordé ce sujet-là à partir d'une date qui est assez contemporaine. Est-ce que c'était volontaire parce que vous avez plus d'intérêt sur cette période-là, ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a rien avant? Alors, je ne pense absolument pas qu'il n'y a rien avant. Les écrits ne sont pas tout à fait fiables. Voilà, on parle souvent de Guillaume Dufay, qui aurait composé, j'ai oublié le nom, mais qui aurait composé spécialement pour la cathédrale de Florence. Et je le contredis absolument pas là-dessus sur le fait que le Toronnet, c'est un instrument. Ça, on est bien d'accord. Moi, l'objet de mon rapprochement, en fait, c'est sur la composition. Réellement la composition et le fait de dire qu'on a les mêmes outils de composition. Et que, alors pourquoi on a cru et pourquoi on l'a fantasmé sur la composition de Guillaume Dufay et de la cathédrale de Florence, c'est parce qu'en fait, donc, Guillaume Dufay a visité la cathédrale en cours de construction, et juste après, il compose pour la cathédrale un motet qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il a l'habitude de composer. Sauf que Dufay ne dit pas réellement pourquoi ça s'est produit. Et il y a un fantasme là-dessus qui dit que ça reprend exactement les proportions sur la prosodie de l'époque. Voilà, c'est pas du tout les mêmes prosodies que celles qu'on a l'habitude d'entendre dans le plein chant. Et forcément, dans sa composition, et pas dans le fait que ça serve d'instrument ou dans le fait que dans sa composition et dans sa manière de réfléchir sa musique, il aurait été influencé par la composition et la manière de réfléchir l'architecture, et en particulier les proportions. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, mais sauf que je ne connais pas la musique qui va avec. Si on peut me dire qu'un compositeur, avec le tracé régulateur du Toronnet, a fait une œuvre en disant que moi, comme je retrouve souvent la proportion voilà, 6-4, et ben, du coup, à ma base harmonique, j'ai une quarte et une sixte, alors que c'est différent de ma pratique habituelle, je suis 100% d'accord. Ce témoignage, je ne l'ai pas. En tout cas, pas à cette époque-là. J'ai peut-être encore un truc pour éviter le malentendu. Je pense que la musique est effectivement un art complet en soi. L'architecture et le bâtiment peuvent en apprendre plein de choses dans le sens de l'ordonnancement, comment organiser les temps, comment organiser des musiciens, comment s'organiser. La musique là-dessus, elle est notre exemple. L'architecture n'arrive pas à ça. Et par contre, ils ont une autre chose en commun, c'est qu'ils sont tous les deux, et je pense que là, il y a un lien avec le Wagner et le 19e siècle, ils sont tous les deux sujets de conversation dans les salons. Donc il y a des différences entre ceux qui la pratiquent et ceux qui en parlent. D'en parler, ça fait partie, ça fait société, ça fait communiquer, ça fait circuler de l'intelligence et de l'argent. Et là, les deux se rejoignent parfaitement. Et là, il y a un parfait intérêt de le mettre tout le temps en même panier, parce qu'ainsi, on arrive à remplir des auditoires, des tables rondes, on arrive des bons sujets de conversation. C'est QFD.
C'est ça. Merci. On a un petit quart d'heure de retard. On va laisser le mot de la fin à Marine et Ivry. Merci. Plaisir.